I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. I want it. Bitch, what the fuck? Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Attends, ça me stresse. Le fil qui était derrière, il me stressait trop de l'ordinateur. Pour une nouvelle story time, horreur. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez grave manqué, mais alhamdoulilah, regardez, je reviens en pleine forme. Wouh! En pleine santé. Wouh! En tous les cas, comme d'habitude, eh bien, je vais vous laisser le temps de préparer, de faire tout ce que vous faites lorsque vous regardez l'une de mes vidéos. Éteindre vos lumières parce que l'histoire, elle en vaut vraiment la peine, de mettre vos écouteurs, de vous mettre vraiment dans une ambiance d'horreur, de stress, d'angoisse. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Wouh! Il y a du budget, il y a du budget. Hey! J'espère que ce nouveau petit, immersion horreur vous plaît. Moi, je kiffe à mort. Donc, on y va. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène en Arabie Saoudite et tout d'abord, au début de notre storytime, nous sommes à Riyad. Il y a un jeune homme, un jeune étudiant qui a fait des études extrêmement brillantes. Il a eu le diplôme qu'il aspirait à avoir, sauf que le pauvre, quand il va commencer à aller démarcher des entreprises, à amener son CV, à amener ses diplômes, eh bien, croyez-le ou pas, ça ne le rappelait le pauvre. Donc, le pauvre, il avait vraiment pas de chance. Il faisait tout le nécessaire pour pouvoir avoir un travail très très bien. Mais le pauvre, eh bien, personne ne le rappelait jamais. Et lui, il avait vraiment besoin de ce travail. Il avait vraiment besoin de travailler. Pourquoi? C'est simple. Le pauvre, il ne vient pas d'une famille aisée. Et sa famille, il compte effectivement beaucoup que sur lui, et bien pour que leur situation financière, leur situation de vie s'améliore. Donc, vous pouvez comprendre le pauvre dans quelle détresse il était. Et il faut savoir qu'il va rester le pauvre dans cette situation-là à ne trouver aucun emploi durant, tenez-vous bien, 4 ans. Un jour, il y a un de ses amis, un de ses camarades d'école qui l'appelle, qui prend de ses nouvelles. Lui, ça y est, le gars, il était établi, il avait trouvé un bon job et tout. Et il vient un peu aux nouvelles de celui qui nous raconte ce qui lui est arrivé. Et il va être surpris et choqué, l'ami, quand il va lui dire, écoute, moi, ça fait 4 ans que voilà, j'ai fini mes études et sache que je n'arrive pas à trouver de job. Je suis dans la même situation. J'ai fait toutes les démarches possibles et imaginables, mais personne ne me rappelle jamais. Et tu sais, voilà la situation de ma famille. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin de trouver un travail, mais je n'y arrive pas. On vit simplement avec la petite retraite de mon père. Donc là, le mec lui dit, écoute, je vais t'aider, c'est pour ça que je viens aux nouvelles. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à me proposer? Il lui dit, voilà, il y a un monsieur, je le connais, c'est un ami de mon père, il est vraiment très aisé, le mec, il travaille dans le pétrole et il est en train de rechercher des nouveaux employés parce que voilà, ils sont dans un nouvel endroit où ils cherchent du pétrole et ils cherchent des ouvriers. Pour commencer, tu commences là-bas, juste pour avoir un bon salaire et par la suite, tu pourras évoluer avec les diplômes que tu as. J'ai aucune crainte pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Donc là, le mec, pour lui, c'est un miracle. Comment ça, il ne va pas être d'accord? Ça fait 4 ans, il est là, il galère à trouver un travail et là, on lui offre quelque chose sur un plateau d'argent. Il lui dit, ok, je veux ce travail, je veux voir le mec, comment on va procéder. Donc son ami lui dit, écoute, je vais appeler l'ami de mon père, on se donne rendez-vous ce soir, je passe te prendre, je te ramène chez lui, vous parlez. Donc de là, il raccroche, celui qui nous raconte, et il attend que le soir arrive pour voir si son téléphone allait enfin sonner.
Donc, il est là toute la journée, il est dans le stress, il est dans l'angoisse, il attend. Et enfin, dans la soirée, son téléphone sonne aux alentours de 9 h du soir. Il répond et c'est son ami. Il lui dit, écoute, j'ai parlé avec l'ami de mon père et tout, il est d'accord, mais d'abord, il faut qu'il te voie et il faut qu'il te parle. Il lui dit, ok. Il se prépare, les 20 minutes sont passées, son ami, il est là, il descend chez lui, il le salue. Il appelle l'ami de son père pour lui dire, voilà, on est en chemin, on arrive. Et l'ami de son père, là, il lui dit, non, là, je ne suis pas à la maison, je suis au Majlis. À chaque fois, je vous dis, c'est quoi? L'endroit où les hommes et tout se réunissent pour jouer aux cartes. Il dit, là-bas, je suis au Majlis. Il lui dit, ok, bon, bah, on arrive. Donc, il y va, ils arrivent au Majlis, ils saluent tout le monde. Et enfin, ils arrivent à cette fameuse personne qui donne du job comme ça. Il va lui dire, écoute, voilà, moi j'ai besoin d'ouvriers honnêtes et sérieux. Je sais que voilà, ça fait 4 ans que tu galères, il m'a un peu raconté. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, eh bien, tu pourras évoluer dans le travail si tu es honnête, si tu es sérieux, si tu as l'envie. Donc il lui dit, le travail, c'est pas ariade, c'est excentré, vraiment excentré, parce que c'est en plein milieu du désert. Même sur une cartographie, c'est vraiment compliqué de trouver le lieu en question. Et il lui dit aussi, tu vas travailler pendant une semaine, après pendant une semaine, tu es en repos, ou bien c'est 2 semaines, et après tu as 2 semaines de repos. Et c'est à 8 heures de route d'ici, donc il faut vraiment que tu réfléchisses bien et tout. Si tu te sens capable de supporter de telles conditions, moi je te signe tout de suite. Si tu as besoin d'y réfléchir, je te laisse 2 jours de réflexion et on se rappelle et tu me donnes ta réponse finale. Donc c'est vrai que celui qui nous raconte, c'est un peu compliqué pour lui parce que c'est un gars de la ville, il ne se voit pas du tout être dans le désert, en plus c'est à plus de 8 heures de route de là où il habite, donc c'est un peu compliqué, mais aussi quand il lui annonce le salaire, c'est vrai que c'est assez tentant et que ça va faire beaucoup de bien à lui-même et à sa famille. Donc c'est à réfléchir. Deuxième jour, le vieux il vient aux nouvelles. Il lui dit, écoute, j'ai vraiment besoin que tu me dises si c'est oui ou si c'est non. Parce que j'ai besoin de savoir si je commence à préparer ton contrat ou pas. Donc de là, le mec, il avait cogité pendant ces 2 jours. Il a vu le salaire, il a vu que la situation de sa famille allait s'améliorer, que sa situation à lui aussi. On lui promettait une évolution au vu de ses diplômes et tout. Donc il a accepté. Voilà, bah tu viens, il faut que tu signes les contrats. Et je vais t'envoyer aussi en photo l'adresse où vous allez être dans le désert, la localisation, et aussi une image pour que tu ne sois pas choqué de l'endroit quand tu vas arriver. Il lui dit ok. Donc il raccroche le téléphone. Après, il entend le son de la notification de WhatsApp. Il va, il ouvre, c'était le vieux. Il m'a envoyé la localisation où ils seront dans le désert. C'est un endroit que vous allez comprendre par la suite. Celui qui nous raconte ne veut pas donner le nom de cet endroit. Et il voit l'image. Et là, il agrandit l'image, la photo, et il commence un peu à avoir peur, à être réticent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le désert. L'endroit, il est vraiment coupé, excentré du monde. Donc là, il commence quand même un peu à regretter. Mais quand il met sa famille, son bien-être, le bien-être de sa famille, et que leur situation financière et de vie allait s'améliorer considérablement, là, il fonce. Donc de là, il va à son armoire, il commence à rassembler ses affaires, il prend un petit sac, il prend une valise, il met ses affaires et il descend avec ses valises et son sac. Et là, il y a sa mère et il y a son père qui sont assis et qui le regardent et qui sont un peu surpris, interpellés. Sa mère, elle lui dit « Ah, ya oulidi msafar » genre « Alors mon fils, tu vas en voyage, tu voyages ?» Le père, il regarde et lui dit « Non, 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 rien de ça. Écoutez, je voulais pas vous dire parce que voilà, je savais pas si j'allais répondre par le oui, par non, mais il y a une personne qui m'a proposé un travail. C'est un job qui va être pas mal payé, voilà, notre vie elle va s'améliorer. » Et le père, il dit bref, ouais, mais c'est où? Parce que là, tu prends tes valises et tout, ça veut dire qu'en fait, tu seras pas, c'est pas un travail qui est là. Voilà, c'est où? Il lui dit attends, je connais pas bien la région et le Mentaka. Donc, attends, je vais chercher mon portable et je te montre. Il va chercher son portable, il ouvre son WhatsApp et il lui montre à son père, genre, la localisation et tout. Et son père, quand il voit la localisation, l'endroit où son fils il va aller, il est comme ça.
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es choqué? Pourquoi t'es comme ça? Il lui dit, Esmahli ya oulidi, genre, écoute-moi mon fils, s'il te plaît, reprends tes affaires, va les ranger dans l'armoire et attends ici qu'un travail t'appelle. Dieu, il va bien finir par t'ouvrir les portes. Ne va pas là-bas. J'en ai entendu vraiment des histoires très apeurantes sur cette région. S'il te plaît, n'y va pas, n'y va pas. Donc là, le garçon, il commence à rigoler. Non, mais papa, écoute, on va pas faire les compliqués. Et puis, tu sais que les gens, ils aiment bien inventer pour donner un esprit folklorique, faire peur aux gens et tout, etc., etc. Mais papa, je te jure qu'il n'y a rien, rien ne va m'arriver et tout. Il faut vraiment que j'y aille. J'aurai pas une autre opportunité telle que celle-ci. Bon, la mère, elle a commencé à dire à son mari, c'est bon, laisse-le, c'est son choix et tout, Inch'Allah, il n'aura rien. De toute façon, notre fils, il fait la prière, il lit le Coran, il fait ses protections, rien ne lui arrivera. Donc là, le père, il dit, bon, ok, mais attends. Il se lève, il est parti dans sa chambre, le pauvre, il ramène un Coran à son fils, un petit Coran, et il lui dit, s'il te plaît, fais-moi une promesse. La première, c'est que tous les soirs avant de dormir, tu lis le Coran. Tu lis. Tu dors pas sans avoir lu le Coran et quand tu te mettras au lit, tu lis aussi tes protections. Le fils, il dit à son père, il n'y a pas de problème papa, je vais le faire. Et il lui dit, deuxième chose, s'il te plaît, surtout, ne prends aucune personne, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, au stop. Tu vois une personne qui fait du stop, tu fais monter personne avec toi dans la voiture, s'il te plaît, promets-le-moi. Donc là, le fils, encore, il promet à son père, non, papa, t'inquiète, tu m'as dit, je tiendrai parole. Et il lui dit maintenant, vas-y et fais tes protections et appelle-nous et prends soin de toi, fais attention à toi. Et si tu t'habitues pas à l'endroit et tout, ne pense pas à nous, ne pense pas à notre bien-être, tu reviens. Il dit ok. Donc là, il part. Donc de là, voici celui qui nous raconte, parti sur la route. Il y avait plus de 8 heures de trajet. Donc c'était énorme. Il arrive enfin là-bas et à l'endroit où le vieux, leur avait dit qu'un minibus les attendrait parce qu'il fallait qu'ils laissent leur voiture privée sur un parking spécial. Et ensuite, le minibus était chargé de les ramener sur l'endroit, sur le site, pas loin de là où ils creusaient pour le pétrole, etc., etc. Donc là, il arrive, il y avait des autres hommes, des autres ouvriers, mais d'autres nationalités qui étaient là aussi pour travailler. Parmi les ouvriers, ils étaient genre une quinzaine ce jour-là. C'était le seul qui était d'origine saoudienne. Quand ils arrivent sur le site, il est 9 h du soir. Donc là où ils arrivent, c'est là où il y a les baraquements, les endroits où ils dorment, où ils posent leurs affaires, etc. Il descend du bus, celui qui nous raconte, il est vraiment choqué. C'est vraiment El Bar, c'est vraiment le vrai désert aride. C'est vraiment le vrai désert. Le vieux ne mentait pas quand il disait qu'il fallait vraiment avoir du mental pour supporter de rester dans un tel endroit excentré, écarté du reste du monde, quoi. Donc de là, ils sont descendus du bus. Et il est un peu content, celui qui nous raconte, parce que celui qui vient vers eux, genre le chef d'équipe, il est d'origine saoudienne. Donc il commence à saluer tous ces nouveaux ouvriers. Donc de là, il leur dit, écoutez, comme vous venez d'arriver, le trajet, vous êtes fatigués, etc. Aujourd'hui, vous vous reposez. Je ne vais pas trop vous dire ce qui vous attend pour pas vous faire fuir, quoi. Et demain, genre, je vous expliquerai, on ira sur le site, etc. Mais là, il faut que vous vous reposiez parce que vous me paraissez vraiment éclaté. Donc de là, en même temps qu'il était en train de leur parler, un bus d'autres ouvriers arrive. Et là, il y a un jeune homme qui vient vers lui et ils se sentent eux deux qui sont de la même origine, qui sont tous deux saoudiens. Donc là, celui qui nous raconte, il est un peu soulagé. Il commence même à rigoler. Il salue le mec le salue. Il lui dit, celui qui vient vers lui, tu es nouveau. Donc celui qui nous raconte, il dit, oui, je suis nouveau, je viens d'arriver aujourd'hui et tout. Je suis un peu perdu. Mais là, le fait de voir quelqu'un voilà, de la même origine que moi, je suis un peu plus content et rassuré. Il lui dit, écoute, moi, ça fait 3 mois que je suis là, mais tu sais, tout le monde se côtoie, tout le monde rigole ensemble, tout se passe bien. Il lui dit, tu sais où tu vas dormir? Il lui dit, bah, le chef d'équipe, justement, il nous parlait, il nous a montré les baraquements et tout. Il lui dit, bah, moi, mon baraquement, il est là-bas, prends ton sac et viens dormir avec moi. Il lui dit, ok.
Donc, il prend ses affaires, il prend sa valise, il prend son petit sac et il suit celui qui est pour lui son ange gardien, quoi. Et il ouvre le baraquement. Donc, celui qui lui a proposé de venir avec lui, il rentre en premier. Et celui qui nous raconte, il le suit derrière. Sauf que il va s'arrêter net. Il regarde à gauche, à droite. Il est choqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le baraquement, c'est des lits superposés, il y en a plusieurs, mais qu'il y a même des gens qui dorment par terre. Et le baraquement, il est rempli jusqu'à là. Il y a trop de monde, il fait chaud, en plus c'est le désert. Celui qui nous raconte, il attrape son nouvel ami là, et il lui dit, mais attends, on dort ici, on dort dans de telles conditions. Vu qu'il y avait plein de baraquements, 2, 3 là, qui m'ont paru vides, pourquoi au lieu qu'on reste comme ça, entassés, les uns sur les autres, on va pas dormir là-bas? Donc de là, celui qui lui a proposé de venir avec lui, il lui dit, écoute, non, c'est pas une bonne idée, je t'expliquerai plus tard. Là, c'est ton premier jour, tu finiras par comprendre toi-même, trouve-toi un petit coin, et fais-moi confiance, dors ici au lieu de dormir là-bas. Donc, il n'a pas pu se poser de questions que ça. Et il est parti se trouver un petit coin. Il a trouvé un petit coin. Il a ouvert son petit matelas qu'il lui avait donné. Il a mis son petit oreiller et il s'est allongé. Mais malgré qu'il est épuisé, qu'il a envie de dormir, il ne peut pas. Ça parle fort, ça rigole fort. Il y a ceux qui regardent leur portable fort, ceux qui parlent avec leur famille lointaine fort, ceux qui mangent, les bruits de ci, les bruits de ça. Donc c'est vraiment pas possible. En plus la clim elle a allumé au max, mais avec tout ce monde, et ben même si tu mets la clim à je sais pas combien de degrés, eh bien tu ne ressentiras pas du tout la fraîcheur, puisque tous ces gens là, eh bien ça attire la chaleur. Il se demande s'il a bien fait au final de venir. Il se rappelle des paroles de son père. La route, ça l'a cassé. Il veut juste dormir. Demain, c'est sûr que ça va être difficile. C'est toujours comme ça les premiers jours. Donc, il a besoin au moins d'avoir un sommeil parfait. Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est qu'il va prendre ses affaires et sortir du baraquement et aller voir le gardien du site qui était assis sur une chaise avec sa petite radio, en train d'essayer de capter comme il peut, et de lui dire, s'il te plaît, ouvre-moi un des baraquements qui est fermé, parce que là, à l'intérieur, c'est la fournaise, à l'intérieur, c'est le brouhaha, et moi, j'ai besoin de me reposer. Bonjour, bonsoir, déjà, ouais, moi, il n'y a pas de problème, regarde, le trousseau, il est là, il fait comme ça avec les clés, j'ai toutes les clés de tous les baraquements, mais tu sais, crois-moi, c'est une mauvaise idée. Retourne avec les autres et tu m'en seras genre reconnaissant. Parce que ces baraquements-là qui sont fermés, tu crois que les hommes, ça leur fait plaisir d'être entassés comme ça les uns les autres, alors que ces baraquements sont vides. Il lui dit, oui, bah, je comprends pas. Eux, s'ils ont envie de rester comme ça, entre amis, entre potes, voilà, ne pas dormir, à étouffer, c'est leur problème. Mais moi, je suis pas habituée à ça. Donc, il faut que tu m'ouvres le baraquement. Il lui dit, écoute, bon, t'es nouveau, il faut que tu sois au courant. Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, écoute, ces baraquements, en fait, s'ils sont fermés, c'est pas pour rien. Ils sont habités. Comment ça, ils sont habités? Bah, ils sont habités. Si tu dors là-bas, je suis pas sûre que tu vois le jour demain. Donc, le mec, celui qui nous raconte là, il va se mettre à rigoler. Il va avoir un vrai fou rire nerveux, un vrai fou rire de fatigue et lui dire, écoute, moi je suis une personne, je fais mes 5 prières quotidiennes, je lis mon Coran comme il faut, je fais le jeûne, je donne l'aumône, la sadaqa, je fais tout ce qui est bien, donc j'ai pas peur de ça. Oui, certes, c'est mentionné dans le Coran, ça existe, mais moi, je ne vois et je ne crois que ce que je vois. Et pour moi, ça, c'était à l'époque. Maintenant, on est dans une autre époque. Tout ça n'existe plus. Donc, s'il te plaît, ne me fatigue pas plus. Ouvre-moi le baraquement et t'inquiète pas pour moi. Donc là, le gardien, il sourit. Il lui dit, ok, bon, bah déjà, tu vas l'ouvrir toi-même. Il décroche de son pantalon les clés. Il lui donne.
Et il reprend sa main et lui dit, par contre, tu ne diras pas que personne ici t'a prévenu, ok? S'il t'arrive quelque chose, ne nous en veux pas. Il lui dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il lui prend les clés. Demain, tu verras que je serai là en chair et en os. Bon, il va dans le baraquement. Il met la clé dans la serrure, il ouvre la porte. Et c'est vrai que quand on ouvre la porte, ça sent extrêmement fort le renfermer. Ça se voit que ça fait des années que ce baraquement n'a pas été ouvert. Donc, il voit des placards et il y a les lits. Donc, de là, il laisse sa valise à l'extérieur parce qu'il avait son petit sac et des affaires dans l'autre main. Il va vers une des armoires. Il ouvre les armoires. Quand tu les ouvres, ça grince de ouf parce que ça fait plusieurs années que personne ne les a utilisées. Il met ce qu'il avait dans les mains dans l'armoire et il repart à l'extérieur chercher sa valise. Sauf que surprise, quand il arrive à l'extérieur pour prendre sa valise n'est plus là. Bon, il sort, il va vers le gardien, il lui dit, écoute, est-ce que tu as pris ma valise ou est-ce que quelqu'un aurait pris ma valise? Parce que j'avais ma valise, je suis rentrée juste 2 secondes à l'intérieur et quand je suis venue pour la reprendre, elle n'était plus là. Il lui dit, oh, je sais pas, j'ai vu personne. Et il sourit. Il repart à son baraquement et dit, peut-être que j'ai cru l'avoir pris, mais qu'en réalité, je l'ai laissé là-bas dans le baraquement où il y a les mecs. De lui-même, il savait très bien que sa valise, elle était avec lui. Il rentre dans son baraquement et il ferme la porte. Il fait ses prières, il se met sur son lit et il dit, attends, j'ai promis à mon père que j'allais lire son petit Coran tous les soirs avant de dormir, donc je vais commencer dès ce soir. Donc de là, il ouvre le petit placard, le petit sac où son père il avait mis le Coran, il prend le Coran et il revient sur son lit, il s'assoit, il a son livre comme ça et il va se mettre en fait à l'ouvrir. Sauf que Cappuccinette, à chaque fois qu'il ouvre son livre de Coran, eh bien, il entend la porte de l'armoire qui grince. Et il ne comprend pas pourquoi. Comme si quelqu'un était à l'intérieur et qui s'apprêtait à sortir. Mais quand il referme, il entend et voit que la porte de l'armoire aussi, elle, se referme. Donc de là, il se dit peut-être qu'il imagine, qu'il fabule. C'est dans son esprit. Ça ne peut pas être réel. Donc, il ne calcule pas. Et il va pour réouvrir son livre. Sauf que ça le refait. Et d'une manière un peu plus intensifiée. Donc de là, il referme tout de suite et il dit non, tu sais, on ne sait jamais, je prends mes précautions. Il pose son livre de Coran sur la table de chevet à côté de lui et il dit, il va réciter son Coran dans son fort intérieur. Donc il s'allonge et il récite le Coran, il récite jusqu'à qu'il commence à s'endormir. Vous pensiez qu'il allait passer une nuit tranquille et que le lendemain allait se lever comme ça sans qu'il n'ait rien? C'est pas possible, sinon c'est pas une story time. Horreur! Il va commencer à dormir et il va entendre les portes de toutes les armoires qui grincent et qui s'ouvrent presque toutes en même temps. Et il entend comme un pied, comme des pieds qui sont en train de sortir en fait en gros de ces armoires et qui marchent sur le sol qui est comme un parquet et ça grince, c'est comme si ces pieds-là étaient en train de venir vers lui. Donc là, il panique, il entend des autres bruits, il sait qu'il n'est plus tout seul dans ce baraquement. Il se rappelle des paroles du gardien et de son ami, donc là, il commence à regretter. Et donc, il allume vite la lumière, mais quand il allume la lumière, il voit que les placards, ils sont fermés normalement et que surtout, il n'y a personne. Donc là, il commence à flipper, à paniquer. Il a quand même en tête l'idée de se relever, de quitter ce baraquement et d'aller rejoindre son ami qui lui a dit de rester là-bas et les autres hommes. Sauf que il a honte. Pourquoi il a honte? Il se dit que tout le monde l'avait prévenu et que si là, il le revoit sortir tout apeuré en pleine nuit, ils allaient lui dire « Ah, tu vois, ça ne servait à rien d'avoir la tête dure, on t'a dit, on t'a prévenu, mais tu veux faire le mec ti, ça. » Il est resté à tenir jusqu'au matin, à allumer, éteindre, réciter, se lever, regarder un peu partout, genre
voilà c'est quoi ces bruits, mais à chaque fois il trouvait rien. Jusqu'à ce que le jour se soit levé, il se lève, il fait une petite douche, il fait ses prières, il s'habille, il arrive devant la porte du baraquement, il ouvre. Et là, quand il ouvre, il est choqué. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les hommes de ce site qui sont là, debout, devant la porte et qui l'attendent. Qu'ils attendent de voir si il va sortir normal, vivant, avec son esprit en état, ou si il va pas sortir, s'il avait disparu, etc., etc. Donc là, quand il le voit, tout le monde crie « Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là !» Lui, le pauvre, il recule, il comprend pas. Son ami, le Saoudien, il le voit venir au loin, il écarte les autres mecs et il vient le chercher, quoi. Il le tire en dehors du baraquement. Il lui dit ça va? Tu te sens comment? Tu te sens bien? Il le touche et tout. On dirait il est choqué qu'il est là et qu'il est bien. Donc de là, celui qui nous raconte, il rigole, il regarde tous les mecs, il dit oui, bah je suis là, oh coucou, je suis là, il m'est rien arrivé, voilà. Donc là, le Saoudien lui dit écoute, on a tous entendu les bruits bizarres qui venaient de ton baraquement, on voyait la lumière s'allumer, s'éteindre, on savait que c'était toi et tout. Voilà, dis-nous, n'aie pas honte, est-ce que tu as entendu ou vu des choses? Donc de là, l'autre, il n'a pas envie, genre, d'accepter, d'avouer que ouais, il y a bien des choses. Il lui dit, écoute, on n'est plus des enfants, on n'a plus 4 ans, ça nous faisait peur quand on était enfant, mais là on est adultes, on est des hommes en plus, donc non, on ne doit pas avoir ce comportement. En plus, tu sais très bien que voilà, on a la meilleure arme, on a le Coran et tout, voilà, rien ne peut nous arriver. Et non, c'est dans vos têtes, il n'y avait aucun bruit, je suis rentrée, j'ai dormi normalement, et moi je serai vous. Je viendrai dormir ici, le baraquement est frais, le baraquement, voilà, on fait un petit ménage, tout est propre. Voilà, au lieu d'être entassés les uns des autres comme des sardines, voilà, vous avez qu'à venir dormir aussi avec moi. Donc de là, l'autre, il rigole. Mais pourquoi celui qui nous raconte, il lui propose de venir dormir avec lui? C'est parce que, en fait, il a honte, il n'a pas envie d'aller dormir avec les autres. Et aussi, il veut que les autres, ils viennent dormir avec lui, comme ça, en fait, il a plus peur. Il est malin, hein. Sauf que celui-là qui est là depuis quelques mois, son ami, son nouvel ami, il lui dit écoute, viens tenter mais reste à l'intérieur tout seul de ton baraquement. Je sais très bien qu'il se passe des choses étranges et très très graves à l'intérieur de ce baraquement. Il y a plusieurs mecs qui sont devenus fous après être restés dans ce baraquement. Il y en a même qui disent que certains ont disparu, qui ne savent pas ils sont passés où. Donc voilà, moi j'ai pas envie de jouer avec ça, prends-le toi comme un jeu, mais je sais que ça c'est une réalité. Donc de là, ils vont à leur travail et ils ne parlent plus de ça. Le mec, celui qui nous raconte, il va rester à l'intérieur de ce baraquement tout seul, toutes les nuits, à vivre des choses étranges, à ressentir des sensations bizarres, à distinguer des formes, à distinguer des ombres. Il a la tête dure, il veut rester tout seul là-bas. L'éloignement commence à lui peser, il a vraiment envie de parler à ses parents. Le problème, c'est que, voilà, imaginons que lui, il a SFR, mais là-bas, c'est que Bouygues, genre qui capte, donc il a vraiment du mal à les avoir. Donc ce soir-là, il a vraiment envie de parler avec ses parents et surtout avec son père, lui demander des conseils et que celui-ci le rassure. Donc, il sort de son baraquement, on est en pleine nuit, tout le campement dort sauf le gardien, et il se dirige vers lui. Donc le gardien, quand il le voit, il le salue, il papote vite fait, et là, celui qui nous raconte, il lui dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer ton portable? Je sais que toi, le tien, il capte. J'ai vraiment besoin de parler avec mes parents avant de dormir. Je me sens vraiment mal, quoi. S'il te plaît, accepte. Donc le mec lui dit, mais il n'y a pas de problème, t'es comme mon fils, je te passe le téléphone, mais je ne te le passe pas aujourd'hui, je te le passe demain parce que, voilà, tu as besoin de marcher quand même pour chercher le réseau et j'ai pas envie que tu t'éloignes, il faut que tu restes là parce que genre c'est moi qui suis responsable de vous et tout et tout. Il lui dit non, t'inquiète pas, juste passe-moi le portable, je peux pas attendre jusqu'à demain, j'ai vraiment besoin de parler avec ma famille, je vais pas m'éloigner trop, t'inquiète pas. Il lui dit bon ok. Donc là il lui passe le téléphone, le gardien, et donc notre ami, celui qui raconte, il commence à chercher du réseau. Donc il marche,
il n'est pas bien, il se sent oppressé. Il sait qu'en parlant avec ses parents, il va se sentir plus détendu, plus mieux, plus, voilà, plus courageux de rester dans ce travail, quoi. Donc, il marche. Mais il marche. Et c'est pas lui qu'en marchant comme ça, il est en train de s'éloigner du campement. Et il est là, il n'a même pas la tête, il se retourne même pas. Lui, ce qu'il veut, c'est juste du réseau. Et quand il va se rendre compte qu'en fait, c'était peine perdue, que ça servait à rien de forcer et qu'il ferait mieux d'essayer le lendemain, parce que là, le mec s'est rendu compte en fait qu'il s'est éloigné en marchant vers le campement. Il est toujours comme ça avec le portable. Jackpot, réseau. Donc là, il va se stabiliser. Il est super content. Il y a enfin du réseau. Il voit le campement, les lumières au loin, mais il se dit tant pis, j'appelle mes parents et voilà, je courrai, je marcherai vite et tout pour retourner là-bas. Donc il appelle et malgré l'heure tardive, ses parents ils vont répondre. Donc en premier temps, il parle avec sa mère, il est super content, sa mère pareil. Après, elle lui passe son père, il commence un peu à parler avec lui, à se confier. Sauf que durant la conversation qu'il tient avec ses parents, il entend à son oreille quelqu'un ou quelque chose qui est en train de respirer très fortement. Genre, ça fait nafas amiq, un souffle vraiment dégueulasse, pénible, dérangeant. Donc lui, il pense que c'est avec le réseau et que ça viendrait du téléphone. Donc, il est comme ça, il va décider de mettre le téléphone de l'autre côté de son oreille. Sauf que cette respiration-ci est toujours présente malgré tout. Donc, ça l'énerve, ça l'irrite, il a peur, il ne sait pas ce que c'est. Il dit à ses parents, bon, écoutez, je vous rappelle demain, là, j'entends mal et tout, je vais devoir couper. Et il raccroche le téléphone. Et il marche. Et il y a toujours cette respiration qui est autour de lui, quoi. Et il commence à arriver vers le campement, sauf que quand il arrive vers le campement, il commence à recevoir des pierres. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de lui jeter des pierres et il entendait des bruits de pas. Donc, il n'a pas envie de se retourner. Il a peur parce que voilà, il ne sait pas sur quoi il va tomber, sur qui il va tomber. Il n'a pas du tout envie de voir quelque chose de déplaisant, de voir un être pas bon, quoi. Donc, de là, il ne se retourne pas, mais il reçoit les pierres. En plus, ça lui vise que vers les mollets, ça lui fait mal, mais il patiente et il marche le plus vite possible qu'il peut. Il arrive au campement et quand il est à l'intérieur de son campement, ils se sont en sécurité. Le gardien, il est là avec sa radio, toujours et son antenne là, à chercher quoi écouter. Eh bien, il va se dire dans sa tête, je vais me retourner et voir peut-être que c'est un des camarades qui voulait me faire paniquer. Donc là, il se retourne, mais il voit personne. Par contre, il entend toujours le souffle et là, il va entendre une parole très distincte qui va lui donner une mise en garde comme il n'oubliera jamais de sa vie. Donc, il a entendu une voix très distinctement lui dire « Tu as intérêt à quitter le baraquement ce soir, on ne veut plus de toi, tu nous déranges, tu nous as fait du mal en lisant ton Coran et tout, il faut que tu dégages. Si tu viens dans le baraquement, tu verras ce qui va t'arriver, tu ne repartiras pas genre d'ici vivant. Il faut que tu t'en ailles, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi. » C'était vraiment une voix d'un homme qui faisait vraiment peur, une voix grasse, une voix vraiment, voilà, flippante à mort. Et c'est vraiment pas de la gnognotte, c'est vraiment une vraie mise en garde. Donc de là, il a dit qu'il a paniqué. Il rentre dans le baraquement. Le gardien, quand il le voit, il lui dit « Alors, t'as eu tes parents ?» L'autre, il lui jette juste le portable. Il veut juste retourner dans son baraquement, prendre ses affaires au plus vite et déguerpir de là dans l'autre baraquement où il y avait tous les hommes. Donc, il arrive et le matin, il avait laissé en fait son petit sac à proximité. Pourquoi? Je ne sais pas. Et la valise, par contre, elle était plus loin dans le baraquement. Et il ne sait pas s'il doit rentrer. Il a quand même eu une mise en garde chaude
Donc, il est en panique. Il prend son petit sac sur le côté et il est là, il se questionne, est-ce que j'y vais pas. Donc, il se dit, vas-y, je vais aller, je vais juste prendre ma valise et de toute façon, je vais partir. S'ils sont là, ils vont me voir que voilà, je suis juste venu prendre mes affaires et je dégage. Donc, de là, il commence à vouloir mettre son pied à l'intérieur du baraquement. Et là, catastrophe. Il entend les placards qui s'ouvrent et qui se ferment en même temps, ça claque. Et son lit sur lequel il dormait, parmi tous les autres lits qui étaient là, il faut savoir, Cappuccinette, qu'il s'est soulevé, il nous dit, comme il était en lévitation le lit, et d'un coup d'un seul, il est retombé au sol très très fortement et il s'est cassé en deux. Donc de là, il a refermé la porte du baraquement, il a claqué et il s'est dit en gros, si je rentre à l'intérieur, ils vont me faire comme ils ont fait à mon lit. Et il marche vite, il court vers le baraquement où il y a tous les hommes entassés les uns les autres. Donc de là, il rentre et tout le monde à l'intérieur est épuisé et déjà endormi. Donc de là, tous les hommes, ils dormaient, tous les hommes, ils étaient déjà voilà, bien avancés dans leur sommeil. Mais par chance, son ami, le Saoudien, il n'est pas endormi. Il est en train de faire des jeux sur son téléphone. Donc il lui fait signe, genre viens. Et il lui fait une place à côté de lui et le mec qui nous raconte, il s'allonge. Et celui qui est son ami, il voit qu'il est tout pâle, il n'est pas bien, que celui qui nous raconte, il est à deux doigts voilà, de crever de peur tellement qu'il tremblait de la tête aux pieds et tout. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Tu as ressenti quelque chose t'a parlé? Dis-moi, raconte-moi. Il lui dit, oui, c'est tout ce que tu as dit là, tout ça, ça m'est arrivé. Changement de micro, Cappuccinette, parce que mon autre micro s'est déchargé. Donc de là, il lui dit, non, j'ai pas envie d'en parler parce que jusqu'à demain, là, je suis pas bien, j'ai juste besoin de dormir et d'oublier ce qui vient de se passer. Donc de là, son camarade, au bout de quelques minutes, il s'est endormi. Et lui, celui qui nous raconte, il essaye tant bien que mal de faire pareil. Sauf que à partir de là, c'est un véritable cauchemar. Parce qu'il se met à voir ces choses invisibles, celles qui lui a parlé. À voir des formes de femmes apeurantes, de vieilles femmes, d'enfants, d'entendre des choses marcher en sa direction, à le toucher, etc., etc. Donc, vous vous doutez bien que le pauvre, il n'a pas pu s'endormir comme les autres. Toute la nuit, il est resté éveillé et tout en restant éveillé, il avait pris une décision, à savoir qu'il allait quitter ce travail. Ça n'en valait pas la peine s'il allait lui arriver quelque chose de très très grave en rapport avec des Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a dit que ça en valait pas la peine. En plus, il avait vraiment la mise en garde de son père. Voilà, il regrette, il a juste une idée en tête, c'est rentrer au plus vite possible chez lui. Donc toute cette nuit, comme je vous ai dit, il n'a pas dormi, il n'a pas fermé l'œil parce que dès qu'il fermait les yeux, il voyait les choses et quand il les ouvrait, il les voyait encore et il entendait. Donc le pauvre, il est resté éveillé à réciter du Coran jusqu'à ce que le jour se soit levé. Une fois que le jour fut levé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va sortir chez les gardiens. Il va lui dire, écoute, je te donne 500 réals, je vous le mettrai en euros, ça fait combien? Et tu me ramènes jusqu'à ma voiture. Vous vous rappelez, leur voiture privée, ils sont à un emplacement plus loin, c'est pas dans le désert. Et donc, il lui dit, parce que j'ai plus envie de rester ici, je vais rentrer chez moi. Voilà, j'y crois maintenant à toutes les histoires que vous m'avez racontées. Et je veux pas rester ici, il faut pas que je reste ici parce que sinon, il va m'arriver quelque chose. Le gardien, il le regarde en mode, tu vois, tu as eu la tête dure et voilà maintenant ce qui t'arrive. Il lui dit, bon, écoute, là, je peux pas quitter mon service maintenant, mais ce soir, à 8 h, je te ramène. Comme ça, moi, j'ai le temps de rentrer avant la prière de l'aube, salat al-fajr. Ils se sont mis d'accord pour ça et il lui a dit, ok. Donc lui, toute la journée, le pauvre, il a attendu que cet instant-là arrive, le 8 h là, du soir, et qu'il mette ses affaires dans la valise du mec, parce qu'il faut savoir que le gardien, c'est le seul sur le site à avoir une voiture. Elle avait une Jeep. Donc, de là, dès que la nuit elle est venue, le gardien est venu chercher. Ils ont mis les affaires dans le coffre et ils sont partis. Il dit que sur tout le trajet, il faut savoir que c'est vraiment le désert. Il n'y a que eux. Ça fait vraiment flipper, mais que lui, sur tout le long du chemin, il voyait des choses passer, des êtres qui ne sont pas comme nous, Bismillahirrahmanirrahim, genre des démons, il les voyait distinctement. Oh, c'est quelqu'un qui rentre. C'est mon voisin qui est rentré.
Bref, donc il voyait des choses vraiment distinctement et tout, et il était vraiment pas bien. Donc, il disait, lui, au chauffeur, au gardien, mais est-ce que tu vois ce que je vois? Parce qu'il voyait que le gardien, il continuait à chantonner et à rouler normalement, tu vois, il n'était pas du tout perturbé, alors que lui, il voyait des choses et tout, à côté de lui, il passait devant la voiture, sur les côtés et tout. Il le regarde et le gardien, il lui dit, mais il n'y a rien, récit du Coran et tout, dit, là, t'inquiète, c'est bon, là, t'es parti du camp, t'inquiète pas, il t'arrivera rien, il t'arrivera rien. Il dit aussi que cette nuit-là, il faisait vraiment très frais à l'extérieur et qu'il avait mis une capuche, un pull capuche, et qu'il était comme ça. Il voulait plus parler au gardien, même s'il voyait les choses, il faisait comme s'il les voyait pas. Il récitait en lui du Coran parce qu'il voyait qu'en fait, soit il agaçait le chauffeur. Il avait vraiment peur que le chauffeur il le prenne au final pour un fou. Donc de là, qu'est-ce qu'il va commencer à ressentir avec son pull capuche? Il va ressentir que quelqu'un est en train de la lui tirer à l'arrière. Sauf que dans la voiture, il n'y a que le chauffeur et que lui. Donc là, il est en panique. Il bouge, il s'agite et tout. Jusqu'à le chauffeur, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu bouges dans tous les sens comme ça là? Je te jure, il y a quelqu'un qui est en train de me tirer et tout. Alors que dans la voiture, Cappuccino, Cappuccinette, on est bien d'accord, il n'y a que lui et le chauffeur. Le chauffeur, il lui dit, récite, ne te retourne pas et ça va aller. Donc là, ils arrivent enfin où il y a les voitures. Il descend à sa voiture. Ils sont en train de décharger les valises du coffre du gardien. Et le gardien, il s'en va. Donc de là, l'autre, il sort sa clé, il ouvre sa voiture, il ouvre son coffre. Et en ouvrant le coffre, eh bien, il y a comme un oiseau noir, un corbeau noir qui sort et qui vole vers lui et qui s'en va. Donc là, panique. Comment cet oiseau est rentré dans sa voiture, surtout au corbeau noir, mauvais augure, qu'est-ce que cela voulait dire? Donc, de là, il charge ses affaires, il a juste une idée en tête, c'est arriver chez lui sain et sauf. Sauf que la route qu'il doit emprunter, eh bien, c'est 8 heures de trajet et c'est une route qui, genre, c'est coupé du monde, c'est national. Il est très, très rare de tomber sur des gens et tout, donc c'est vraiment la misère. Il monte dans sa voiture et il faut savoir, j'ai oublié de vous dire ce détail, que sur le chemin aussi, avant qu'il arrive là-bas au parking, il a vu une dame habillée en abaya noir, mais son visage n'était pas distinct, elle était couverte et elle lui faisait comme ça. Genre, tu vas voir ce qui va t'arriver. Genre, attends, sabar, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc là, il est en train de rouler sur la route. Il roule, il a sa fenêtre qui est ouverte pour que le frais tape son visage et que cela l'empêche de dormir. Et il est en train de rouler et sur le côté, à un moment donné, il va voir un vieux au milieu de nulle part, comme ça, qui est en train de faire du stop. Donc, il ne le calcule pas. Il a mal au cœur, il dit, ouais, c'est un vieux et tout, mais mon père, il m'a dit, je prends personne, donc je prends personne, je ne veux pas prendre de risque, en plus, on est le soir et tout, on ne sait jamais. Donc, il continue. Sauf que 10 km plus loin, il retombe sur le même vieux. Comment ça se fait? Toujours en train de faire du stop avec sa canne. Et là, il ne s'arrête pas. Il dit, c'est un régime, c'est quoi ça? Il commence à se dire peut-être qu'il devrait trouver une station-service et s'arrêter et s'endormir parce que là, je crois qu'il commençait à divaguer. Et de là, encore 10 km plus loin, il va tomber sur le vieux. Sauf que le vieux, cette fois, n'est plus en train de faire du stop sur le côté, mais il s'est mis au milieu de la route. Ce qui fait que celui qui nous raconte, il a voulu l'éviter. Donc sa voiture, elle a commencé à faire un zigzag et elle est sortie sur le côté de la route. De là, il était un peu sonné. Le temps qu'il se redresse, il entend la voiture qui s'ouvre, quelqu'un qui monte et la portière se refermer. Quand il lève sa tête, il regarde qui est là. C'est le vieux. Le vieux qui le regarde, il a une tête qui passe, mais qui passe pas trop en même temps et qui lui dit, écoute, tu vas me déposer à telle place. Sans bonjour, sans s'il te plaît, sans rien du tout. Un ordre distinct. Et sans surtout avoir frappé pour demander l'autorisation de monter dans la voiture. Donc là, celui qui nous raconte, il était déjà pas mal énervé, pas mal apeuré. Et ça l'irrite quoi, qu'il ait eu ce comportement-là. Bon, c'est un aîné, mais quand même, il faut qu'il sache se tenir. Donc de là, il se redresse, il le regarde. Il a voulu lui dire, genre peut-être de partir ou lui dire ce qu'il a fait vraiment au fond du cœur. Mais il a gardé pour lui, il s'est dit, peut-être que
genre en faisant cette bonne action, Dieu il allait l'aider à arriver plus vite chez lui. Donc il lui dit ok ya Hajj, ok, il n'y a pas de problème, je vous dépose là où vous voulez que je vous dépose. Et il se remet sur la route et il part. Il faut savoir que cette nuit-là, comme je vous ai dit, elle était extrêmement fraîche. Et que lui, il a mis sa capuche sur la tête, sa fenêtre, elle était ouverte pour que le vent, il l'empêche de dormir. Il n'avait pas envie d'allumer le chauffage parce qu'il avait peur que la chaleur, voilà, il a envie de dormir. Mais il sentait quand même une chaleur extrême, mais qui venait du monsieur. Ça venait de lui, cette chaleur. Donc, il allait se retourner vers lui pour lui demander, est-ce que vous pouvez ouvrir votre fenêtre pour que ça fasse genre un espèce de courant d'air. Et quand il se tourne pour lui dire ça, le vieux n'était plus dans la voiture. Donc de là, il a commencé à paniquer. Il regardait partout autour de sa voiture, cherchait dans le rétroviseur derrière, mais il voyait rien, il n'y avait personne, il n'y avait que lui sur cette route en plein désert là. Donc il a commencé à réciter le Coran, à dire j'aurais dû écouter mon père, j'aurais dû écouter mon père, quand tout d'un coup, une chose va apparaître sur la route. Ça se voit que c'était le vieux, mais qu'il avait repris, ça me fait un frisson, genre sa forme normale. Donc là, quand il voit ça, il ferme sa fenêtre et il commence à accélérer, il verrouille les portes et il n'est pas bien. Et il voit quoi? Il voit que le vieux là, il commence à courir vite, genre comme si ses pieds touchaient plus le sol, il s'envole. Et là, il est pas bien. Et il commence à crier, à dire, c'est quoi, à pleurer. Il était vraiment dans tous ses états, le pauvre. Et on peut très très bien l'imaginer, Lester, que Dieu nous préserve d'être un jour dans une telle situation. Et donc de là, il est pas bien. Il met son pied sur l'accélérateur, il accélère, il arrive vraiment à la fin du compteur, quoi. Il est vraiment au max du max de sa voiture, la puissance de sa voiture. Et la chose, pareil. Et la chose, elle va coller son visage à la vitre passager et elle rigole et là c'est trop pour lui. Il lâche le volant, il met sa main sur son corps parce qu'il a senti que voilà qu'il est en train de lâcher et après pour lui c'est le trou noir. Lui qui nous raconte quand il va ouvrir ses yeux, quand il va se réveiller sur le bitume avec un truc pour respirer, un masque pour l'aider à respirer. Il voit des gyrophares, les gyrophares de la police, les gyrophares des ambulanciers. Il a des gens qui s'affairent autour de lui. Il y a les médecins, il y a des infirmières, il y a les policiers. Il y a sa voiture, elle est toute retournée. Il voit le sang sur le côté. Il sait qu'il est vraiment en mauvais état. Mais il est toujours parmi nous. Il est toujours dans ce monde. Alhamdoulilah. Donc de là, il retire son masque. Et un des médecins urgentistes qui est là, il lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es dans cette situation? Tu as eu de la chance, cette route, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Mais voilà, cette famille revenait de telle place et ils ont vu l'accident, ils nous ont prévenus, nanani, nanana. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as bu? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il a dit, mais ça va pas, moi je bois pas. Voilà, je suis quelqu'un, je suis un pratiquant. Non, non, non. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit, écoutez, j'ai vu juste 2 gros phares d'un camion venir en face de moi et on s'est entrechoqués et c'est passé ce qui s'est passé. Donc de là, tout le monde se regarde. Les policiers, les médecins, la famille, les gens qui étaient là, tout le monde se regarde. Et il commence à les regarder genre en mode vous me croyez pas ou vous préférez croire que j'ai bu ou que j'ai consommé de la drogue, que non, il y avait un camion, voilà. Là, les policiers et tout, ils lui disent, écoutez, non, il n'y avait que vous que sur lieu de l'accident, il n'y a aucun camion ni rien. Et en plus, ici, c'est une route interdite aux camions au poids lourd. Donc, il était choqué. Et c'est quoi ces 2 choses qui lui ont fait office de phare? Il ne sait pas. Mais quand il a fait des recherches, il a vu que dans le désert, il y avait même eu des vidéos, genre que tu vois des trucs, c'est comme des phares de voiture. Quand tu es perdu, surtout dans le désert, ça t'attire, toi tu crois que genre tu suis une voiture, mais en fait t'es en train de suivre quelque chose qui n'est pas bon. Donc voilà, il a su directement que c'était ça après ses recherches. Donc de là, il a été transporté à l'hôpital, sa famille elle a été prévenue, il est resté 4 jours à l'hôpital et au bout du 4e jour, sa famille ils sont venus le chercher, il pouvait rentrer chez lui. Et
la nuit où il est rentré chez sa famille, quand il a dormi, il a rêvé de la dame. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il était en abaya noir et qu'il lui faisait genre, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle lui a dit dans le rêve, écoute, tout ce qui t'est arrivé, ton accident, ta fuite et tout, c'est nous. C'est nous qui nous sommes vengés sur toi. Pourquoi? Parce que tu nous faisais de mal en récitant ton Coran, tu voulais jamais quitter le baraquement, tu voulais rester, tu nous as dérangés. Certains de nous, même, ils ont été brûlés avec tes récitations. Donc voilà, c'était notre manière à nous de nous venger de toi. Et genre, en gros, sois content que tu n'aies eu que ça. Donc le lendemain, quand il s'est réveillé, il a raconté son rêve à son père. Parce que son père, c'était quelqu'un quand même qui était bien calé au niveau de la religion. Il lui a dit, écoute, que voilà, il l'avait prévenu. Que en gros, cet endroit, il savait très bien qu'il n'était pas bien. Mais que ce qui l'a sauvé, en fait, c'est le fait qu'il soit pieux. Et qu'il soit resté sur sa droiture, qu'il ait tenu ses prières, qu'il ait récité son Coran comme il faut. C'est ça, en gros, qui a fait qu'il ait eu que ça, le pauvre. Mais sinon, tout cela, pour lui, aurait pu finir de manière très, très grave. Parce que son père, il va lui dire que, voilà, en fait, il y a même des gens sur cette route qui ont disparu du jour au lendemain. Des accidents très, très graves, des gens qui ont été handicapés lourdement. Parce que cette région est connue pour qu'il y ait comme des forces maléfiques qui habitent là-bas, qui hantent les lieux, qui sont dans ces lieux-là. Et que c'est d'ailleurs pour cela que ce jeune homme en question, celui qui nous raconte l'histoire, ne veut pas nous donner l'endroit parce qu'il dit qu'il y aurait certains débiles, et il a bien raison, et bien qu'il dirait oui, je vais aller voir ça de mes propres yeux, ou je vais aller les défier aussi ou ça. D'ailleurs, la prochaine story time horreur que je ferai, ce sera sur quelqu'un qui est fou et qui voulait les défier, vous allez voir. Mais voilà, il a tenu à ce que cet endroit reste voilà, pas connu du grand public, voilà. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time. Il faut savoir aussi que celui qui nous a raconté cette histoire, il a dit que même si on lui propose maintenant un travail à plusieurs milliards de dollars, il n'irait jamais plus là-bas dans cette région parce que maintenant, il y croyait. Il pensait toujours que ce genre d'histoire, eh bien, c'était des contes ou que les gens surjouaient pour ramener plus de sensations fortes, plus de peur, mais que lui, lorsque maintenant il avait vécu tous ces événements, il y croit et que c'est pour protéger le plus de personnes eh bien, qui veut raconter son histoire et que c'est pour les protéger aussi qu'il ne dira pas où ce lieu est pour ne pas que des gens se retrouvent dans la même situation que lui, voire pire, à disparaître comme son père lui a raconté. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette nouvelle story time horreur. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, cappuccino, cappuccinette, j'ai fini cette vidéo vraiment dans une grande douleur, souffrance, tout ce que vous voulez, parce qu'il fait extrêmement chaud dans ma chambre. En plus, j'ai eu l'idée de mettre une perruque. Donc voilà, c'était vraiment la galère. J'ai commandé une clim parce que sinon cet été, je pourrais pas du tout faire de vidéo parce que mon appartement est plein soleil, donc c'est vraiment la misère. J'ai mon ventilateur qui est dans mon salon, mais sauf qu'il fait vraiment trop de bruit, donc vous n'entendrez pas. On dirait c'est un hélicoptère, mais il est vraiment comme ça au top, il refroidit bien. Mais là, c'était pas possible. Donc, mon téléphone ne faisait que de s'éteindre parce que ça demandait, oui, votre iPhone a chauffé, tatati, tatata, il faut le laisser refroidir. Donc, en fait, une vidéo qui va durer je sais pas combien de minutes, j'ai mis genre plus de 3 heures à la tourner. Cappuccino, cappuccinette, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire un lieu vraiment mystérieux ou le désert diabolique. Écrivez tout ce que vous avez envie d'écrire, bien sûr, en ne spoilant pas l'histoire pour ceux qui viendraient la regarder pour plus tard. En tous les cas, cappuccino, cappuccinette, je vous invite s'il vous plaît eh bien, à vous abonner et à laisser plus de likes parce que ça fait plaisir, ça motive plus. En plus, vous êtes nombreux voilà, à venir regarder mes vidéos sans peut-être pas être abonné, mais être à chaque fois au rendez-vous. Donc, s'il vous plaît, c'est votre manière à vous de me remercier et votre manière aussi à vous de me dire, bah vas-y, fournis-en plus, fais-nous plus peur, raconte-nous plus d'histoires, voilà. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait plaisir, c'est gratuit.
Ça me sauce en plus, voilà. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous. J'essaye de faire vite parce que mon téléphone, je sais qu'il va s'éteindre avec la chaleur. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette nouvelle story time vous aura fait autant plaisir qu'à moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt, promis, pour une nouvelle story time, cette fois-ci crime, comme je l'avais promis, parce que voilà, il y a beaucoup de cappuccinettes qui me demandent de raconter une histoire de crime, et à chaque fois, c'est vrai que je privilégie à chaque fois sorcellerie et horreur, à leur dépens, donc je m'excuse auprès d'eux, et comme je leur avais promis sur mes réseaux sociaux, que je vous invite d'ailleurs à venir vous abonner et à me suivre, eh bien, je vous avais promis que cette prochaine vidéo serait pour vous, donc ce sera une story time crime. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao. Bah dis donc comment j'ai débité.